bienvenue au Gabon. Vous êtes à l'ambassade du Gabon auprès de Benelux. C'est un plaisir de vous recevoir au sein de cette ambassade. Et c'est un plaisir de découvrir aussi votre magazine et d'avoir une interview avec ce magazine. Qui suis-je? Je suis Simongo Tatangani. Je suis économiste. J'ai fait mes études de sciences économiques au niveau de l'université Paris-Nanterre. Et je me suis lancé après à l'école du Trésor, bien sûr. J'ai un diplôme aussi à l'école du Trésor. Et j'ai une formation un peu diverse parce que j'ai profité d'une formation en fonds monétaire, des stages à Citibank et d'autres entités au Canada et tout ça dans le domaine pétrolier, dans le domaine financier. Et ma carrière a commencé, bien sûr, au Gabon, au Trésor. J'ai commencé en 1989. Si ma mémoire ne flanche pas, j'ai commencé au Gabon. Et j'ai franchi les étapes dans l'administration, qui ont été ponctuées aussi en même temps des stages de formation à l'extérieur. Et je puis dire après, donc, des fonctions de conseiller financier du ministre de l'économie, ministre d'État pour le ministre de l'économie et des finances, où je pense que j'ai occupé durant 7 ans à peu près. J'ai eu l'opportunité de servir le Gabon en tant que ministre de l'énergie, des ressources hydrauliques, en 2009. 2 ans après, je suis ministre de l'Industrie et des Mines, accolé au tourisme aussi, bien sûr. Et 2 ans après, je suis ministre de l'économie, développement durable, promotion des investissements. Donc de 2014 à 2018, je suis donc ministre de l'économie, des finances. Et depuis 2018, je suis ministre des Affaires étrangères, ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Et par la suite, 2019, je suis ministre d'État de l'Habitat, en charge de l'habitat. Et 3 mois après, je sors du gouvernement. En 2019, 3 ou 4 mois après, je sors du gouvernement. Et comme j'étais député élu à l'Assemblée nationale, j'ai siégé à l'Assemblée nationale comme député, jusqu'à ce qu'il y ait la transition. Et le général Lingema a eu l'honneur, je dis bien, la gentillesse de m'appeler dans cette assemblée de la transition, où j'ai été député de la transition. J'ai pas pu achever mon mandat de député, j'ai été nommé à l'ambassade du Gabon auprès du Benelux. Donc voilà, c'est un mélange de carrière, économique, financière, diplomatique aussi, qui me pousse aujourd'hui à me retrouver dans un élan d'apprentissage toujours, en essayant d'apporter une valeur ajoutée au Gabon dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les axes de la politique gabonaise en matière de l'agroalimentaire? Et par la suite, quelles sont les priorités qui sont mises en place pour assurer la durabilité? Vous savez, l'agriculture a toujours eu un effet structurant au niveau des économies. C'est difficile d'avoir une économie endogène, bien structurée, qui s'auto-entretient quand le secteur agricole n'est pas maîtrisé. Parce qu'il faut que les gens puissent se nourrir. Ça, très important. Et le Gabon a connu ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Bon, il n'y a pas que les Pays-Bas qui ont connu le syndrome hollandais. C'est quoi? Le difficile, c'est que quand une ressource naturelle émerge, simplement, la tendance est de créer l'atrophie au niveau des autres ressources. Donc, aux Pays-Bas, c'est le gaz qui a émergé à un moment. Alors, finalement, les autres secteurs ont subi, en fait, un revers assez difficile parce que les coûts de facteurs sont élevés. Le secteur n'est plus compétitif par rapport aux autres secteurs de l'économie. Donc, le Gabon, c'est cela. Le Gabon, à l'époque, parce qu'on pouvait trouver dans certaines zones du Gabon, on cultivait du riz. Il y avait du riz, il y avait la banane, facilement. Il y avait même le secteur de culture intensive, le cacao, café. Quand le pétrole est arrivé, c'est fini. Parce qu'il y a un secteur qui a eu à porter des devises assez importantes,
Donc il y a une attractivité très poussée. Avec le coût des facteurs, les autres secteurs ont été tués, ont été finalement atrophiés. Donc la conséquence, c'est que le secteur agricole a subi cela. Il n'avait plus, du moins, un ressort nécessaire parce que les revenus du secteur pétrolier, avec un élément assez important, c'est la hausse des revenus. Puis le secteur agricole, il faudrait qu'il puisse produire avec des éléments soutenables. Quand les coûts des facteurs sont élevés, il n'y a pas de possibilité de développer un secteur agricole assez solide. Donc c'est cela. Donc le Gabon, par cette mécanisme, le Gabon donc importait plus de produits alimentaires. Et actuellement, on importe entre 80 et 85% de la production alimentaire. Ça fait une érosion terrible à la balance de paiement parce que ça revient à 800 millions d'euros que le Gabon importe, perd à travers les importations alimentaires. 50 milliards de francs CFA, c'est 800 millions d'euros. Donc c'est cela. Alors, cette situation a interpellé les sociétés gabonaises durant un bon bout de temps. D'ailleurs, le président Omar Bongo disait que l'après-pétrole, c'est maintenant. Il fallait pousser absolument le secteur agricole. Mais je pense qu'on a pris ça par le mauvais bout. Parce que quand l'État devient lui-même un patron, par moment, il y a des déviations, il y a des éléments pervers qui neutralisent finalement même l'effort que l'État veut, du moins, s'insuffler au niveau de la dynamique économique. Si bien que malgré les initiatives qui ont été prises à quelques unités de production, par exemple au niveau du Haut-Togo, il y a eu une usine de poulet de chair, du mango, il y a eu d'autres programmes dans le cadre d'IGAD et ainsi de suite, mais ça n'a pas permis de décoller énormément le Gabon dans le secteur alimentaire. Et l'argent a été mis, il y a eu un échec épatant par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je peux dire, le pétrole aussi, le fait aussi que le pétrole puisse la production puisse baisser, c'est mauvais pour le Gabon, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour l'économie, parce que ça pousse les gens à être imaginatifs à ce niveau. Et donc, être imaginatif, ça signifie qu'il faudrait voir les secteurs qui permettent donc d'enrayer donc l'érosion des avoirs extérieurs nets du Gabon. Et aujourd'hui, le chef de l'État reprend absolument un slogan qui était à l'époque avancé par Omar Bongo, first l'agriculture. Il faudrait absolument que le Gabon soit capable de produire ce qu'il consomme. C'est pas normal. Le Gabon importe les tomates du Cameroun, les tomates du Burkina Faso, du Togo, l'oignon, la laitue et tout. Quand on commence par ça, le piment et tout, c'est qu'on arrive quand même, du moins, à mettre en place une dynamique autant entretenue au sein de l'économie. C'est cela, absolument. Donc, vraiment, un focus, se dire que nous avons un territoire, nous avons des terres arables. Il faudrait maintenant que nous puissions inciter les gens à aller dans ce secteur. Il ne s'agit pas de dire que l'État devient le patron par rapport à ça. L'État doit mettre des mécanismes, doit encadrer absolument. L'État doit encadrer. Il y a des écoles de formation qui sont au Gabon, il faudrait utiliser cela. Et puis se dire que l'agriculture nourrit son bonhomme. Il faudrait qu'il y ait des success stories, parce que si on voit un agriculteur qui aujourd'hui s'en sort financièrement, ça peut attirer les gens. Mais le grand problème, c'est que dans nos États, le plus souvent, ceux qui s'en sortent, on voit, c'est dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier, c'est dans l'administration. Donc, il n'y a pas de success stories qui permettent d'orienter donc la nouvelle génération dans ce sens. Et donc, là, c'est un focus. Et le focus, le chef de l'État vraiment l'incarne. Un truc simple, il a dit, nous importons aujourd'hui le poulet de chair. Le Gabon consomme à peu près 100 000 tonnes par an de poulet de chair. Et combien il produit? 5 000. Ça, c'est le 95% de la consommation importée. Et voilà, stop. On va faire le Big Bang. Dis non. 2027, arrêt des importations de poulet de chair. Vous allez me dire que c'est court, mais il faut commencer par ça. Quelque chose de très fort, c'est 2027. Peut-être que 2027 ne sera pas prêt. On pourra avoir un moratoire, peut-être de 6 mois, de 1 an, ainsi de suite. Peut-être on va avancer par palier. Au moins, c'est une mesure très forte
qui poussent à ce qu'on s'organise dans ce sens. C'est important. Donc, aujourd'hui, le mécanisme de substitution des impôts aux importations marche pleinement au niveau du Gabon. C'est vraiment une théorie économique qui est valable pour le Gabon et je pense qu'il y a des possibilités à ce niveau. Justement, quels sont, au niveau des investissements, en fait, sur le plan fiscal et légal, qu'est-ce qui est mis en place justement pour inciter, que ce soit non seulement les étrangers ou les nationaux, à pouvoir se lancer dans tout ce qui est agroalimentaire, en fait? Vous savez qu'il y a un grand débat en ce qui concerne les exemptions fiscales, les incitations fiscales. À Washington, au niveau de Bretton Woods, on dit que c'est un mécanisme qu'il ne faudrait pas. Les exonérations ne poussent pas à mieux produire. Ces incitations plutôt pervertissent en fait même le mécanisme économique en tant que tel. Nous n'avons pas le choix. Il faudrait, et le Gabon commence à le faire parce que nous avons un code d'investissement, nous avons aussi le code agricole qui accorde certains avantages. Par exemple, quand vous avez une ferme, vous avez une plantation agricole, vous pouvez importer des engins et bénéficier des exemptions douanières à ce niveau. Vous pouvez aussi, dans le cadre du traitement fiscal, bénéficier aussi de l'exemption de règlement de l'IS sur une période. Ça a été fait énormément au Gabon. Mais ça n'a pas eu l'effet attendu. Parce que ce qui se passait simplement, vous savez, les hommes sont imaginatifs. Vous avez un mécanisme, lui, il peut se dire que je veux créer ma ferme agricole. J'ai envie d'importer des équipements, il va importer du matériel, il va importer des voitures aussi, mais là-dedans, la distinction entre un véhicule 4x4 et un véhicule, un tracteur, c'est vite passé. Donc on profite de cela pour créer en fait un effet pervers qui malheureusement ne craint pas cette dynamique. Et la tendance a été, pour l'institution Bretton Woods, c'est de toujours s'inscrire contre les exemptions fiscales. Parce que ça ne pousse pas à une amélioration de la production, de la productivité. Mais si c'était une erreur d'approche, mais elle est fondamentalement réelle, il faudrait plutôt, dans le cadre de l'encouragement sectoriel au niveau du Gabon, et ce qui se fait actuellement, d'encourager ces incitations, mais en les ramenant dans une certaine durée. En mettant aussi, en fait, une sorte de monitoring qui permet de voir si, par rapport à l'outil qui a été fait, d'abord, vous voulez bénéficier de cela, vous apportez quoi? Quel impact au niveau de la pollution? Quel impact au niveau de l'emploi? Et sur quel horizon? Ça permet de voir si finalement il est encore opportun de maintenir absolument cela sur une période du moins arrêtée. Donc l'exemption fiscale pour relancer le secteur, je suis d'accord, mais il faudrait contrôler parce que la dépense fiscale n'apporte pas ce qu'il faut. Il faut la dépense fiscale et l'accompagner avec une efficacité, avec une efficience dans les actions qui visent à renforcer l'offre. Parce qu'il y a une insuffisance d'offre agricole au Gabon, alors que la demande est là. Et la conséquence, malheureusement, ce sont les importations. La conséquence, c'est l'érosion des réserves monétaires pour pouvoir financer ces importations. Okay. Merci. Voilà, donc venons-en à la coopération Sud-Sud. Donc, quels sont les principaux axes de la politique gabonaise dans ce domaine-là? Quels sont les axes qui sont mis en place pour renforcer cette coopération Sud-Sud sur le plan de l'agroalimentaire, tout ce qui est, comment on appelle, de la mobilité et de tout ce qui est développement durable? Bon, vous savez, la coopération Sud-Sud ne doit pas être un slogan. Okay. Le chef de l'État l'a dit à Malabo. Il faudrait qu'on soit conscient dans le cadre de l'OACP, coopération Sud-Sud-Sud. Mais ce n'est pas un slogan, il faut passer à la mise en œuvre effective de cette coopération. En sachant aujourd'hui qu'il y a des secteurs qui sont la stratégie pour nos économies. Si nous n'arrivons pas à avoir une approche vraiment dynamique, ce sera difficile. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je prenais un exemple. Coopération Sud-Sud. Nous sommes en Afrique centrale. Le fer. Il y a le fer au Congo-Brazza. Il y a le fer au Cameroun. Il y a le fer au Gabon. 3 pays qui ont le minerai de fer. Ils n'arrivent pas à s'accorder
pour avoir une approche commune en ce qui concerne l'évacuation de ce fer. Si aujourd'hui le Congo, le Cameroun, le Gabon s'accordaient pour dire que bon, le fer, nous pensons qu'il faut qu'on l'envoie dans un port qui est compétitif. Il faut qu'on mette en place un chemin de fer qui est financé par nous tous, qu'on l'utilise. On aurait commencé depuis avec le fer au niveau de l'Afrique centrale. Mais non, les égoïsmes nationaux n'ont pas poussé à cela. C'est ça la coopération sud-sud. C'est très important. L'Afrique centrale. Aujourd'hui, on s'accorde tous que le marché nigérien, c'est vraiment un marché immense. C'est une opportunité pour les opérateurs économiques. Congolais, Camerounais, Gabonais. Gabonais, le marché est un peu étroit. Mais au Congo, au Nigeria, c'est un grand marché. C'est un grand marché. Si aujourd'hui, on produit pour évacuer au marché nigérien, vous imaginez quelle est la dynamique qui est créée, en sachant que le Nigeria aussi exporte des produits chez nous. C'est important. Si aujourd'hui l'élevage qui est fait, il y a l'élevage, bon, on sait que l'élevage de bœufs et tout, ainsi de suite, au Tchad, ils ont vraiment des cheptels assez énormes. Ils peuvent nourrir l'Afrique centrale, ainsi de suite. Il faut seulement éviter qu'il y ait des barrières, ainsi de suite, des barrières tarifaires qui, en fait, bloquent le commerce. Si les pays du Sud, je ne compte pas le pays africain, raisonnaient avec cette dynamique d'encourager le commerce entre eux, on aurait un saut qualitatif au niveau économique. Parce que le commerce, qu'on ne le veuille pas, le commerce crée une dynamique économique. Qu'on soit libéral ou non libéral, mais on ne peut pas, du moins, négliger le rôle du commerce au niveau de l'économie. C'est très important. Donc c'est cela, cette dynamique qu'il faudrait créer. Sud-Sud. Avant, nos pays cultivaient du riz. C'était le riz, c'était Taïwan. Hein? Oui, ainsi de suite. On avait le riz, on appelait ça le paddy. Le paddy. Ça a disparu. On relance encore, alors que si cette dynamique était là, aujourd'hui, on serait les grands producteurs de riz. C'est l'autre exemple là, par rapport à ça. Donc cette coopération sud-sud, il faut la renforcer. Parce que dans ce domaine, on capterait davantage du côté des pays asiatiques. Vietnam, Chine et tout le reste. Inde, on capterait plus. Inde, c'est vrai qu'au Gabon, là, ils sont dans le palmier à huile, dans les VA, ils commencent à ce niveau. Mais les cultures de subsistance, nous avons besoin de leur expertise. Ils peuvent apporter beaucoup, dans le cadre des méthodes même, en fait, à ce niveau. Donc cette coopération, elle doit être déjà une réalité au niveau des pays africains, et puis s'ouvrir au-delà, vers les pays asiatiques, et ainsi de suite. Mais tout cela, je dis, passe par une volonté, passe par une situation assez particulière. Il faut sortir de certains dogmes. C'est vrai, il y a la ZLECAF qui est là, ainsi de suite, mais il faut aussi, il faut sortir du schéma théorique et puis aller un peu vers... nous tous, nous voulons, l'Afrique, nous voulons en 2063, on a tous crié ça là-bas à Addis Abeba. Maintenant, il faudrait que ce soit une réalité. Une réalité traduite d'abord par notre dynamique, même, et puis par l'ouverture vers un continent qui nous a apporté par le passé et qui est toujours prêt à nous apporter une expertise dans ce domaine. C'est l'Asie. Peut-être tu peux ajouter. Justement, encore une belle transition. Voilà, donc, comme vous dites, hein, le niveau de la coopération sud-sud ne doit pas se limiter qu'au niveau intracommunautaire, mais plutôt elle s'étend au-delà des frontières africaines. Cela me permet justement de poser la question à M. Trang Long, vous qui êtes actuel président de la Chambre de commerce belgo-vietnamienne. Qu'est-ce que vous rajouteriez à ce que monsieur, son Excellence, vient de dire au sujet de la coopération sud-sud?
Avant tout, permettez-moi une petite précision. Oui. Je ne suis pas le président de la Chambre populaire, je ne suis que le co-président. Ok, merci pour Voilà. cette précision. C'est là encore pour la coopération subside. Oui. Quand j'étais jeune, un jour, j'ai vu une publicité dans la rue d'une ONG qui dit que quand on donne à quelqu'un 5 poissons, il mange pendant 5 jours. C'est suffit. Mais quand on prend à quelqu'un à pêcher, il mangera pour toute une vie. Et dans cette optique-là, que dans mes différentes missions au sein de l'OACP, j'étais comme envoyé spécial du secrétaire général, et notamment avec le gouvernement du Gabon, nous avons beaucoup discuté de la sécurité alimentaire et de l'économie bleue dans le cadre des 2 premières conférences internationales maritimes organisées pour l'Afrique centrale. Et comme vous savez, l'économie bleue est extrêmement vaste. Et il y a tout là-dedans. En ce qui concerne le Gabon, on a discuté avec le gouvernement gabonais à la fois de la sécurité alimentaire et des ressources, aussi bien en eau intérieure, c'est-à-dire l'eau douce, qu'en eau extérieure, c'est-à-dire l'eau salée. Concernant l'eau salée, le Gabon, comme d'autres pays membres du Conseil du Golfe de Guinée, nous souffrons un double problème, le problème de la sécurité et de la sûreté maritime. Et dans ces cadres-là, on a échangé également, en ce qui concerne une remise à niveau où il y a une augmentation de capacité professionnelle des agents de l'État qui cherchent de pouvoir régaler les différents États en ce qui concerne le contrôle et comment améliorer. Parce que, il ne faut pas oublier, plus de 80% du commerce international passe par la voie maritime. Et la voie maritime, bon, disons les choses comme elles le sont. Hein, et ne faisons pas comme l'Autriche qui met la tête dans le sable. On sait bien, tout le monde le sait, que la plupart des navires qui visitent les eaux africaines, ce sont des navires sous standard. Mais un navire sous standard, c'est une source de danger. Des dangers pour l'environnement, des dangers pour l'économie, pour la prospérité des ports qui visitent. Je dis un tout petit exemple. Il suffit que l'équipage d'un navire, souvenons, il jette les pneus à la mer. Et ça peut créer des pollutions dont les conséquences, on ne peut pas mesurer. Surtout avec des pays côtiers qui ne sont pas dotés de dispositifs de lutte efficaces. Dans la coopération, j'ai entendu M. l'ambassadeur, le chef de l'État du Gabon a déclaré au 11e sommet de l'État à Malabo. Il faut une motivation pour cette fameuse coopération dont on parle déjà depuis je ne sais pas combien de décennies. Mais l'ennui, c'est que quand on a plusieurs pays, il faut se mettre ensemble. Quand on a plusieurs administrations ministérielles, il faut aussi mettre ensemble. Il n'y a rien à faire. Il y a l'inertie qui est propre à ça. Parce que même dans une famille, entre les frères, les sœurs, les enfants, les petits-enfants, parfois, ça ne va pas tout seul. Et donc, quand on a différentes administrations qu'il faut rencontrer, M. l'ambassadeur a parlé de l'agriculture, le riz, par exemple. Le riz existait au Gabon. Et pourquoi est-ce qu'il n'existait pas? Parce que, paradoxalement, la culture du riz est une source de pollution, puisqu'il y a l'azote qui tue la terre. Et donc, il faudrait, au fur et à mesure, les cultivateurs doivent apprendre pour pouvoir régénérer la terre et pour pouvoir maintenir la productivité. Ce qui a manqué à chaque moment, parce que, de nouveau, il y a les investissements, l'argent, et quand l'argent arrive, et quand il n'y en a plus d'argent, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il nous manque? Un peu de connaissances pour pouvoir continuer sans argent, mais produire sans même l'argent. Très bien, merci beaucoup, je vous remercie.
Voilà, donc venons-en à la formation. Est-ce que existe-t-il des initiatives mises en place actuelles pour la main-d'œuvre qualifiée qui appuierait justement tous les défis stratégiques Vous savez, par rapport à tout ce dont on vient de parler? Et juste, on ne peut rien avoir comme résultat positif sans un capital humain maîtrisé et bien formé. très bien. Donc le capital humain, je veux dire quoi, c'est l'alpha et l'oméga de tout cela. Regardez un peu ce qui s'est passé en Corée. Le capital humain a joué un rôle énorme dans le cadre de la maîtrise des process. Regardez le rôle du capital humain en Chine, qu'on ne veut pas. Il faudrait comprendre ça comme élément symbolique. Au Vietnam, pareil, le capital humain. Pour nos États, nous devons avoir un focus sur la formation, sur le capital humain. Et je pense que les axes de coopération avec des pays comme la Belgique, ainsi de suite, doivent prendre cela comme un élément, un axe essentiel. C'est très important. Nous avons encore des besoins dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Santé, informatique. Et j'en passe. Donc ça signifie que l'Afrique ne peut pas s'arrêter en ce qui concerne sa formation. Surtout que là aussi, au fur et à mesure, l'Afrique perd des éléments qui sont bien formés. À cause, bien sûr, du captage à l'extérieur, à cause des conditions qui ne sont pas du tout adaptées. Même si on observe quand même le retournement. Par exemple, là, le cas du Gabon, on observe quand même des Gabonais qui sont intéressés pour leur repartir. Mais cette mécanique, cette dynamique inversée-là, on ne l'a pas. On a plutôt l'autre sens. Où, à cause des situations, les Africains vont plutôt servir à l'étranger. C'est cela. Donc, tout faire pour capter les intelligences africaines constitue déjà un élément d'enrichissement du capital humain. C'est important. C'est important. Okay. À tout degré, hein. Là, je parle de capital humain, c'est dans tout sens, d'être bien formés, ceux qui maîtrisent à un niveau inférieur, ou ainsi de suite. C'est cela. Et c'est un défi pour nous les pays africains, c'est un défi. Et notre coopération doit en tenir compte. Comment mieux former ce capital humain avec les secteurs qu'on a identifiés comme secteurs porteurs de croissance, c'est très important. Et comment maintenir ce capital humain qui est formé. S'il est formé, bon, au lieu qu'il aille à Kinshasa là-bas, Lumbashi, bon, et il reste au lieu qu'il aille à Kinshasa, il reste ici à Bruxelles. Non. Mais c'est à nous, c'est aux États de pouvoir intéresser ces Africains. C'est normal, c'est rationnel. Il est formé aux États-Unis, nos enfants. Il est à Boston. Il sort de là, il a une demande. Viens, tu travailles, tu as tel salaire, tu as des possibilités de pouvoir un crédit, une maison, ainsi de suite. Mais je vais au Gabon, papa. Ok, j'aurai combien? J'aurai 400 000 francs CFA. La maison, c'est pas une assurance. La voiture, pas une assurance. Bon, si je suis dans une régie financière, je n'aurai pas. Alors écoutez, papa, non, moi je préfère rester là-bas aux États-Unis. Mais c'est qui commencent même en Afrique et qui vont à l'étranger, qui finalement se disent que l'étranger constitue une aubaine pour eux, alors qu'on peut avoir davantage dans nos États. Mais il faudrait qu'on accompagne, il faudrait qu'il y ait des process pour accompagner, pour normaliser un peu les situations. C'est important. Allez-y, vous avez une autre question, on la demande toujours. Non, peut-être. Non, mais justement. Oui, allez-y. En fait, la question que je viens de poser avait une sous-question, mais vous l'avez abordée, parce que c'était pour voir au niveau du bilatéral, est-ce qu'entre la Belgique et le Gabon, il existe justement une coopération visant à
former les... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place justement pour... Bon, jusque-là, du moins, s'il y a eu des actes de coopération, par exemple, le Gabon bénéficie de la formation, les médecins militaires gabonais venaient ici pour la formation au niveau de la santé, mais malheureusement, les accords, les changements administratifs en Belgique ont fait que cette convention n'existe plus. Mais dernièrement, quand le ministre de la Défense était au Gabon, c'est un point d'ailleurs que le chef de l'État lui a soulevé, parce que on est en train de voir comment avec le ministère de la Santé, on peut revenir encore à un accord, parce que on a constaté que les militaires, ceux de la santé militaire qui étaient formés ici en Belgique, étaient vraiment des médecins opérationnels qui maîtrisaient vraiment bien le secteur de la santé. Donc on aimerait relancer là de ce côté. Et toujours dans le cas de la coopération, il y a eu des accords entre l'Université Massoko et l'Université libre de Belgique, de Bruxelles, au niveau de la formation. Vous savez, ce qui est sûr, c'est que la Belgique a un écho très favorable en matière de formation. Un peu le plus souvent, les gens qui sont formés en Belgique, il y a des appuis très favorables à ce niveau. Au Gabon, je dis bien, très favorables. Ils sont bien formés, ils sont très pointus, et donc nous voulons vraiment encourager absolument les protocoles par rapport à ça là. Je sais qu'il y a un accord léger entre l'Université de Massoko et l'Université de Bruxelles. Je sais aussi qu'au niveau de l'école doctorale, il doit y avoir aussi quelques accords avec les Belges, je ne sais plus. Il y avait un moment des accords avec l'université belge. Je ne sais pas où ça en est, mais ce que je retiens quand même, c'est que beaucoup des ingénieurs, beaucoup d'éléments maîtrisant certains secteurs sont à la fois belges, sont à Comilog, sont dans l'étude du chemin de fer à ce niveau. Donc ça signifie que il y a un besoin là à ce niveau, et il serait souhaitable qu'on s'oriente en élargissant dans des nouvelles opportunités, de nouveaux métiers qu'on a. On parle d'agriculture à ce niveau. Bon, on parle aussi je ne sais pas si on parle d'autres secteurs. Bon, la logistique, par exemple, on sait que le port d'Anvers, c'est un port qui a une maîtrise qui est un port. C'est le troisième, quoi. Le port d'Anvers, c'est parmi les cinq. Et au moment où le Gabon veut accroître sa production, veut se lancer dans le fer, avoir un port qui fonctionne, construire un nouveau port, nous avons besoin seulement d'avoir une expertise à ce niveau. Donc, au niveau des différents degrés, on a besoin d'aller vers la Belgique et d'asseoir des partenariats de formation réciproque, et puis d'encourager les Gabonais qui sont ici. Bon, le plus souvent, ils ont la double nationalité, hein, donc ils peuvent venir au Gabon et comme ils peuvent aller en Belgique. C'est ça le pont aussi, hein, parce que je pense que c'est le meilleur pont. Comme on est dans un monde maintenant où les barrières doivent absolument s'effondrer pour construire des ponts. La construction des ponts passe par l'intégration des communautés qui à la fois ont une implication dans leur pays d'origine et dans le pays d'adoption. C'est à travers cela que l'Afrique peut construire des ponts qui sont essentiels pour son dynamisme. Tout à fait, merci. Écoutez, la dernière question, vous avez eu à répondre, hein, c'est s'agissant de la diaspora, parce que c'était quel rôle la diaspora gabonaise pourrait jouer justement dans tout ce dont on vient d'évoquer, mais j'ai compris que vous dites que voilà, pour éviter la fuite des cerveaux, le fameux slogan, mais il appartient à l'État aussi de faire en sorte que tous ces jeunes qui viennent se former ici puissent revenir aussi. Donc il faut qu'il y ait quand même un climat propice adapté à leur retour. Et donc je vous demanderai si vous avez quelque chose à ajouter, un mot de la fin ou quelque chose que je n'ai pas eu à aborder dans les... Un mot de la fin, d'abord je tiens à vous remercier d'avoir pris l'initiative de venir me rencontrer et parler de l'Afrique que nous aimons tous. Parler du Sud que nous aimons tous. Et comment permettre que l'Afrique ne soit pas l'oubliée de la 6e révolution industrielle. Je ne sais pas si on était à la 5e, 6e, on est à la 7e. On est à la 6e ou 7e?
bon, chaque 2 ans, chaque année, à Davos, là-bas, on va dire c'est 6e révolution industrielle, 7e révolution industrielle. Mais nous sommes à quel niveau de révolution industrielle? Donc, il nous faut sauter ces étapes pour être présent au niveau du Conseil des Nations. Mais c'est une réalité. Le monde est un village planétaire. Hein. Nous devons tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Nous devons former nos enfants en se disant qu'ils ne sont plus dans un hangar, ils ne sont plus dans une situation ou dans une forêt où il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Nous sommes dans la compétition. Dans une compétition, ce sont les meilleurs, les plus forts qui émergent. Nous avons l'obligation d'être présents. On était contents quand on apprenait qu'à la NASA, il y avait un Malien. Comment il s'appelle encore? À la NASA, c'était un Malien. J'oublie le nom. C'est une fierté. Et ce Malien, il a commencé des actions même au niveau de l'Afrique. Je sais qu'il est venu au Gabon et tout, ainsi de suite, pour créer cette dynamique. L'Afrique doit être au rendez-vous de l'histoire. Le grand problème, c'est que depuis un bon bout de temps, on dit que l'Afrique, c'est le continent du futur. Mais à force, oui, exact. À force de dire que c'est le continent du futur, chaque siècle, on dirait que c'est le continent du futur, et le futur en question s'éloigne davantage. C'est très important. Il faudrait que nous puissions comprendre cela. C'est à travers, du moins, des stratégies, où l'insertion, où la dynamique est essentielle, déjà entre nous, Africains, entre nous et puis les autres, qui constituent des repères pour nous. Je veux dire quelque chose. Je suis parti en Chine pour la première fois en 1994. Première fois que je suis parti en Chine. Quand je descendais à Pékin, on descendait, l'avion posé, on descendait comme chez nous en Afrique, escalier, ainsi de suite. La deuxième fois quand je suis allé en Chine, c'est quand il y a eu le sommet France-Chine. C'était en 2014 ou en 2015, c'est même plus du tout. Je ne reconnaissais plus la Chine. Plus Pékin, je suis arrivé à l'aéroport, patatras. Les hôtels, patatras. À l'époque, c'était les vélos autour, vous imaginez. 10 ans après. Et à chaque fois que je partais en Chine, même si c'est 6 mois après, ou 1 mois après, ou c'est 1 an après, je constatais des changements. Donc, d'un pays qui bouge. L'Afrique a ses ressorts. Il faudrait que nous puissions croire en nous-mêmes, en nos capacités. Et puis, dire que notre futur, notre devenir, c'est nous-mêmes d'abord. Les autres vont nous aider, mais les autres ne peuvent pas faire l'essentiel à notre place. Et je pense qu'avec cette nouvelle génération qui en veut plus, on peut être optimiste par rapport à ça. Merci. Voilà.